Bien le bonjour les 5 CEOs et je vous retrouve avec un immense plaisir pour vous parler aujourd'hui de Superman Chronicles, l'année 1987, disponible en 3 volumes. Alors le troisième sort au mois d'août, il est hors de question que j'attende le mois d'août pour vous faire la vidéo parce que sinon je vais oublier la moitié de ce que je vais vous dire ici. De toute manière, le troisième volume portera sur la même année, avec les mêmes séries et les mêmes auteurs. C'est donc la suite logique de ce qu'on a pu lire dans les deux premiers. Je pense pas que ça révolutionne le schmilblick, donc considérez que au passage je fais la review du troisième opus ici. Ok. On est sur un très gros contenu. Le premier pavé il fait 496 pages, il coûte 35 euros. Le deuxième il en fait 122 moins, 376 pour la même somme. Et là vous allez dire ouais, comment ça se fait, il est plus petit, on se fait arnaquer parce qu'il coûte le même prix. En réalité non, il faut penser à l'inverse que si on suit la logique d'Urban, c'est le deuxième volume qui est au bon prix à 35 euros. Le premier devrait coûter plus cher. Il devrait coûter pas loin de 45 euros si on suit leur logique de prix, hein, leur grille tarifaire. Parce que vous voyez, si je vous donne un exemple, ce bouquin-là, Man of Steel, qui contient exactement les mêmes épisodes, les mêmes issues qu'on a dans Superman Chronicles, hein, vraiment, à la page près, il y a les mêmes histoires et les mêmes épisodes. Il est sorti en 2018. Et en 2018, il coûtait déjà 35 euros pour 480 pages, soit 16 de moins qu'ici. Sauf que depuis 2018, le prix de la vie a augmenté, le prix des matières premières a augmenté, on a eu l'inflation, ce qui fait que c'est pas logique qu'un bouquin qui soit plus épais que celui-ci coûte encore à l'heure actuelle 35 euros. Okay, donc considérez que le prix du tome 1 est plutôt un cadeau fait par Urban, étant donné que oui, voilà, comme je viens de vous le dire, hein, ceux qui ont ce volume-là, si vous êtes obligé de reprendre celui-ci pour la collection, et je vous comprends parce que c'est exactement ce que j'ai fait, quelque part vous vous faites un petit peu enfler parce que vous allez acheter un doublon. Voilà. Donc on peut imaginer que c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas mis le prix de leur premier volume à 39 euros. Il faut bien comprendre qu'à partir de maintenant, ce sera le prix des volumes Chronicles qui atteindront cette pagination, 39 euros. D'ailleurs, le Flash Chronicles tome 1 est sorti à 39 euros alors qu'il est légèrement plus petit que le premier volume de Superman. Bref, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a évidemment la mini-série The Man of Steel en 6 épisodes, scénarisée et dessinée par John Byrne, qui vient introduire tout le reste, hein, finalement. Voilà, c'est une mini-série post-Crisis Infinite Earths qui avait pour but de redéfinir de manière un peu plus moderne, alors moderne avec des guillemets, on est en 86, mais de redéfinir les origines de Superman. Alors il n'y a absolument rien de révolutionnaire, hein, on est toujours sur Krypton, à la différence cette fois que les L envoient sur Terre non pas une navette contenant un bébé, mais une matrice dans laquelle il y a le fœtus en fait, un embryon qui est amené à rentrer en phase de gestation pendant tout le voyage. C'est-à-dire que le bébé ne naîtra finalement que lorsque le vaisseau arrivera sur Terre. Donc on peut dire que le Superman de John Byrne est né au Kansas et non pas sur Krypton. Mais voilà, sinon, hormis ce petit détail, il n'y a pas grand-chose qui change. On est très vite à Smallville, l'adolescence, l'enfance heureuse de Clark Kent à Smallville avec Lana Lang, avec Pete Ross. Et puis, évidemment, la découverte de son identité, son arrivée à Metropolis et ses débuts en tant que Superman. Donc jusque-là, rien de bien nouveau. Ces 6 épisodes, cette mini-série de Man of Steel n'apprendra rien à personne, puisqu'on est sur une version extrêmement classique du personnage. Alors j'ose imaginer que le Superman qui précédait cette ère était quelque peu différent, et nous, en tant que lecteurs modernes, on va pas forcément voir toutes les petites différences qui sont apportés à cette nouvelle version de Superman. Par exemple, ici, le personnage de Clark Kent et le personnage de Superman sont un peu plus creusés psychologiquement. On va apporter des nouvelles thématiques sur la table. On va avoir un Clark Kent qui va douter en permanence de sa deuxième identité. Dois-je rester Clark Kent, puisque c'est clairement l'identité qui me correspond le plus, puisque j'ai été élevé par des humains au Kansas, et je préfère faire mon métier de journaliste, voilà, j'ai envie d'avoir des amis, j'ai envie d'avoir une vie normale, mais quelque part je me sens un petit peu obligé d'être Superman, parce que j'aime tellement l'humanité que je dois mettre mes pouvoirs à son service pour l'aider, mais le problème c'est que mon rôle de Superman bouffe très clairement mon autre identité, et elle prend le pas petit à petit sans que je me rende compte, enfin, sans que je puisse y faire quoi que ce soit plutôt. Et voilà, tout ça, ça va être des thématiques nouvelles pour le personnage qui vont être apportées par John Byrne, par Marv Wolfman et les autres scénaristes de l'époque. Et nous, c'est vrai que forcément,
on va pas les considérer en tant que nouveauté, puisque nous, on le connaît, ce Superman, on les connaît, ces thématiques, parce que très clairement, le Superman de John Byrne, c'est celui qui est devenu canon depuis. Alors, le Superman de John Byrne, attention, il a été rebooté en 2003 par Mark Waid avec Birthright, puis en 2009 par Geoff Jones. Après, il y a eu la tentative vaine des New 52. Finalement, je ne vais pas dire tué dans l'œuf, mais le personnage est mort, il a été remplacé par la version classique. Mais on peut dire qu'encore à l'heure actuelle, c'est le Superman de John Byrne qui est en activité, hein, voilà, puisqu'il a inspiré évidemment celui de Mark Waid et celui de Geoff Jones. Donc c'est vraiment le Superman que l'on connaît, voilà, tout simplement. Le premier volume contient donc cette mini-série The Man of Steel. On a ensuite 3 séries qui vont s'entrecroiser de manière extrêmement logique. D'ailleurs, ça devait être un calvaire pour le lecteur de l'époque parce qu'il fallait vraiment suivre ces séries dans l'ordre. Il y en avait 3. On avait la série Superman, évidemment, reboot à l'épisode 1. Alors, je vais essayer de vous trouver tout ça. Voilà, donc la série Superman. Donc, qui a été reboot à l'épisode 1, comme j'expliquais. Donc, toujours scénarisé et dessiné par John Byrne, qui fait un travail phénoménal. On a également la série The Adventures of Superman. Alors la particularité de cette série, c'est qu'en réalité, c'est la première série Superman, celle de 1938. C'est la toute première du personnage, qui est arrivée au numéro 423-424 sur l'ère précédente. Et au moment de Crisis on Infinite Earths et du Superman de John Byrne, eh bien, on décide de conserver la numérotation de cette série, mais de la renommer. Parce qu'il y a une nouvelle série Superman qui a commencé à un numéro 1, donc il ne faudrait pas qu'il y ait 2 séries Superman en cours en même temps. Et donc on garde la première série Superman, on garde la numérotation à l'épisode 424-425, et on l'appelle The Adventures of Superman. Par contre, c'est pas John Byrne qui s'en occupe de celle-ci, c'est Marv Wolfman, le génie Marv Wolfman, connu à l'époque pour son incroyable travail sur les New Teen Titans avec George Perez, et c'est Jerry Ordway qui s'occupe de la partie dessin. Voilà. Mais on est vraiment dans la continuité de ce que fait John Byrne. Il n'y a pas de grande différence entre le trait de Jerry Ordway et le trait de John Byrne. Pour être franc avec vous, j'aurais du mal à différencier les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur 2 styles qui sont assez similaires, je trouve. Et au niveau de la colorisation, c'est exactement la même chose. Au niveau de l'ancrage, c'est exactement la même chose. De ce fait, on a une vraie cohérence graphique entre chaque série, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la 3e série, c'est Action Comics, évidemment. Action Comics a toujours été la série phare de DC pour le personnage de Superman, puisque c'est celle qui a vu le premier numéro de Superman. Et donc, il est tout à fait normal qu'on reprenne du Action Comics. Qui, elle, pour le coup, n'a pas été relaunch. On est toujours avec la numérotation d'origine. Et sur le volume 2 vient s'ajouter encore une série à suivre en parallèle. Donc nous on s'en fout, tout est compilé, il y a juste à suivre l'ordre de lecture. Mais pour le lecteur de l'époque, ouais, comme je vous expliquais, ça devait être ultra relou de devoir s'acheter plusieurs titres en même temps. Et l'autre série qui rentre en adéquation avec tout ça, c'est Legion of Super Heroes. Legion of Super Heroes. Alors, redéfinition de l'origin story de Superman, son arrivée à Metropolis, et vraiment la série Superman, la série principale de ces volumes, elle va se concentrer sur ça. Hein. Ça va être la construction d'un univers par John Byrne, l'univers de Superman, avec l'ajout petit à petit de personnages que l'on connaît tous. Alors on commence avec un cercle très restreint, évidemment les personnages classiques, Lex Luthor, Lois Lane, Jimmy Olsen, Perry White, les Kent, évidemment, et on commence avec ce petit groupe de personnages qu'on va venir étoffer d'épisode en épisode. On va rajouter d'autres journalistes Daily Planet, comme la personne de Kate Grant, par exemple, qui va permettre un triangle amoureux, puisqu'elle va être complètement folle amoureuse de Clark Kent, ce qui n'est pas le cas de Lois, qui, elle, est folle amoureuse de Superman. Donc on va créer un triangle amoureux entre Lois, Clark et Kate Grant, qui va être très intéressant. C'est Marv Wolfman qui en a l'idée. Et voilà, on va venir étoffer cette galerie de personnages petit à petit. Il y a un travail qui est opéré en termes de construction d'univers par Marv Wolfman et par John Byrne, puisque petit à petit, ces personnages, on va les récupérer d'épisode en épisode. Alors, on n'est pas sur un travail de long terme comme peut le faire Geoff Jones. Geoff Jones, par exemple, pour te créer un super vilain à l'épisode numéro 38, il l'introduit en tant que gentil ou en tant que personnage de second plan à l'épisode numéro 3. Et lui, il fait un travail de développement de fond, etc. Là, on est plus dans l'instantané avec John Byrne, dans le sens où quand il a besoin d'un ennemi pour tel épisode, il le crée dans le même épisode. Voilà. Après, par contre, ça ne l'empêche pas de le réutiliser plus tard. Il y a d'ailleurs un concept que doit affronter à un moment donné Superman,
Et à la fin de l'épisode, lorsque tu crois que c'est fini, et bien en fait tu te rends compte que plusieurs épisodes après, dans une autre série qui plus est, le concept revient, et donc ça permet vraiment cette sensation d'avoir un univers bien bâti, avec des personnages qui s'en vont, qui reviennent. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment du très bon boulot. De toute manière, je vais être franc avec vous, pour moi ça c'est la meilleure porte d'entrée sur Superman. Les gens qui posent la question... comment commencer Superman, généralement on a tendance à leur répondre commencer avec une origin story, celle de Mark Waid, ou alors un truc un peu plus moderne, histoire de changer un peu comme American Alien. Pour moi, très clairement, la meilleure façon de commencer Superman, c'est avec Superman Chronicles. Parce qu'on est vraiment sur un reboot complet, on reprend tout à zéro, et on reprend évidemment les classiques des ères précédentes. Les personnages de Lois Lane, Jimmy Olsen, ils sont là depuis la nuit des temps. On les reprend, mais on les modernise pour l'époque. Alors évidemment, c'est ancré dans son époque. Il y a un style très années 80. On peut le voir par exemple sur cette super vilaine Magpie qui a un côté très punk des années 80, quoi, avec la crête, les barésies, ce genre de truc. Donc oui, il y a un côté un peu kitsch, parce que ça reste un récit de 1987. Mais moi personnellement, ça ne me dérange pas, parce que tout le travail sur la forme qui est opéré, il est magistral. Il est magistral. Et puis on a par exemple Lex Luthor qui est en fil rouge. C'est pas le super vilain d'un seul épisode, c'est le super vilain de toute la saga, mais c'est juste qu'étant donné qu'il est humain, il va falloir qu'il déploie plusieurs stratégies pour pas se faire gauler par Superman. Et c'est ça qui le rend passionnant. Faut noter que c'est une nouvelle version de Lex Luthor. Celle de l'âge d'argent n'avait absolument rien à voir. On était sur un scientifique fou qui avait tendance à s'allier avec Brainiac, ou comme le dit Marv Wolfman ici, qui était un petit peu cucu dans le sens où le mec... il construisait des robots, des super machines qui coûtaient plusieurs millions de dollars pour aller cambrioler une banque dans laquelle il y avait un coffre et quelques billets à l'intérieur seulement. Donc c'était pas du tout rentable. Il avait ce côté un peu cucu, le Lex Luthor de l'âge d'argent, qu'on nous faisait passer déjà à l'époque pour un scientifique brillant. Mais là on se rend compte que le personnage il a complètement été révolutionné par Marv Wolfman, qui lui a mis un costard, qui en a fait un mania de la finance. Inspiré j'imagine du Kingpin de chez Marvel, parce qu'on est vraiment sur exactement le même type de représentation physique. Et on a ce mec qui est dans sa tour d'ivoire et qui regarde les habitants de Métropolis comme des fourmis, tellement il les domine, tellement ils sont supérieurs à eux. Et le jour où Superman arrive et devient son égal en termes de puissance sur le plan physique, alors que lui il a la puissance sur le plan social, eh bien forcément ça le dérange. Ça le dérange, ce Lex Luthor. Et ce Lex Luthor, c'est très clairement le mieux que j'ai pu lire dans toute ma carrière de lecteur, si je puis m'exprimer ainsi. Au niveau de l'écriture vraiment du personnage, on est sur un vrai bad guy. C'est-à-dire qu'il prend plaisir à faire du mal, pas qu'à ses adversaires, mais aussi à ses collègues, aussi à certains de ses alliés. Et c'est ça pour moi un vrai super vilain. C'est pas seulement faire souffrir ses adversaires sur le plan physique, mais c'est pourrir la vie de tout le monde qui l'entoure par simple plaisir et par simple égoïsme. Et à ce niveau-là, le Lex Luthor de Marv Wolfman est le meilleur jamais écrit pour moi. Il est passionnant, vraiment, même s'il disparaît malheureusement dans le tome 2. Donc le tome 1, c'est très clairement une leçon de ce qu'il faut faire pour un début d'univers. On va avoir par moments quelques petits crossovers avec d'autres personnages illustres de la galerie d'ici, comme Batman, comme les Green Lantern, mais ça va jamais être invasif en fait, c'est-à-dire que ça va être une petite histoire ici et là, mais qui va jamais prendre le pas sur Superman en lui-même. Superman va rester très clairement le personnage principal, le personnage central de sa série, et par moments il va s'allier, mais si tu veux, là dans le premier volume, t'as quoi? T'as 2 team-ups qui se sont faits en 400 pages, donc c'est rien finalement, c'est rien. Concernant la nature des intrigues, c'est quelque chose de très classique, on va pas se le cacher. Moi personnellement c'est ce que j'ai envie de lire, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est très classique dans la construction de certains ennemis. T'as par exemple le mec qui revient de la guerre et qui est perturbé par son passé en tant que militaire. Il a vu des choses au Vietnam qui l'ont traumatisé. Même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, l'idée est là. Et ce mec, lorsqu'il arrive aux États-Unis, c'est un terroriste. Voilà, vous le connaissez, c'est Bloodsport. Dans
sa première création, dans son premier jus en fait, bien différent du Bloodsport du film de James Gunn, mais il est incroyablement violent, et d'ailleurs cet épisode m'a marqué. Je l'avais déjà lu en 2018, parce que moi j'avais déjà lu le Man of Steel en 2018, donc ça c'était une relecture si vous voulez, et c'est vrai que j'avais oublié à quel point par moments les scènes pouvaient être violentes, crues, on voit des enfants qui tombent sous des balles, et on verrait plus ça dans un comics moderne, même dans un film moderne d'ailleurs, et ça fait plaisir d'avoir ce regain de brutalité, parce que ça remet le super-héros au centre de l'action en fait. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment... en fait ça sublime l'intérêt et le rôle du super-héros. Et moi c'est pour ça que j'ai envie de voir des super-vilains qui font des trucs de sale. Tu vois par exemple lorsque Bloodsport il tient en joue cette personne dans le bowling là, tu ressens toute la détresse dans le regard du civil qui pleure, qui a les yeux écarquillés, il sait qu'il va mourir et c'est vraiment ultra prenant quoi. Voilà. Donc le premier volume, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de lire personnellement quand j'ouvre un comics de super-héros, construction d'univers petit à petit, c'est jamais trop invasif, c'est jamais trop encombrant, il n'y a jamais trop de personnages ni pas assez, c'est vraiment maîtrisé à la perfection, écriture d'un super vilain en fond qui devient passionnant, aussi passionnant que le personnage central qui est Superman, et puis évidemment la galerie des pouvoirs de Superman qui a jamais été mieux exploitée que par John Byrne et par Marv Wolfman, sans déconner quoi. Ça devient vraiment plaisant de voir Superman en action qui va utiliser toute la galerie de pouvoir à sa disposition pour se sortir de situations plus ou moins délicates. Super souffle, super oui, la thermovision évidemment, etc. etc. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'on est sur un récit de 87, donc il y a un côté un peu suranné dans la façon dont se raconter les événements, avec non pas les petites cartouches jaunes de didascalie dans lesquelles on va recontextualiser l'action qu'on va juste voir dans la case en dessous, le truc qui a le plus mal vieilli dans un comics, mais on a plus ça, voilà, c'est épuré, hein, je peux vous montrer, on a plus du tout ces petits encadrés jaunes. Par contre, à chaque fois que Superman est en action ou en combat, on va avoir des monologues intérieurs et le personnage qui réagit à ce qu'il est en train de faire, qui commente en réalité l'action qu'il est en train de mener. Donc ça c'est très vieux aussi comme principe de narration, mais là pour le coup ça prend son sens. Ça prend son sens parce qu'on va tellement s'emmerder à, à nous déployer un Superman qui fait autre chose que taper bêtement avec ses poings, donc comme je vous l'expliquais, qui va utiliser vraiment tous les pouvoirs à sa disposition, qu'on va expliquer ce qu'il est en train de faire au lecteur. Et c'est pas forcément déconnant, c'est pas forcément en trop. C'est pas forcément en trop parce que c'est un peu ce que je reproche à certains comics modernes. Suffit que le dessin soit un petit peu abstrait, soit un petit peu brouillon et que le découpage de la planche soit sans dessus dessous, parce que le mec a voulu faire un truc hyper énergique et forcément c'est complètement déstructuré, et tu perds le sens de ce que le personnage est en train de faire. Tu vois. Parce que là, c'est pas commenté pour le coup, il n'y a pas d'explication, c'est le personnage en action, la mise en page complètement folle, le dessin pas très lisible par moment, et du coup tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, je comprends pas. Là, il n'y a pas ce problème-là. Là, il n'y a pas ce problème-là parce que c'est parfaitement lisible, et en plus de ça, tu comprends, parce que le mec te le dit, ce qu'il est en train de faire avec son super souffle. Je suis en train de créer une tornade pour assécher le machin, ok, pour moi, pour le coup c'est propre. Et pourtant je suis pas un fan de ce genre de narration très datée, où en plus de voir l'action, on te la raconte et on te la répète par un encadré jaune, mais là pour le coup je trouve que ça fait sens. C'est la première fois que je dis ça. On arrive sur le volume 2, et là par contre je dois revoir un petit peu mon enthousiasme à la baisse, parce que là c'est la partie cosmique. D'ailleurs la couverture elle est pas mensongère. On a Brainiac 5 et on a, alors lui j'ai bouffé son nom, pardon, qui sont des personnages de la Légion des super-héros. Légion de la super-héros, un concept vieux du Silver Age, avec toutes les saloperies du Silver Age à prendre en compte, hein, donc le côté voyage dans l'espace, les petits bonhommes verts, les extraterrestres, etc., etc. Et donc on a la Légion des super-héros qui rentre en compte, mais pas que. Il y a tout un délire cosmique, en fait, qui vient se greffer aux séries Superman. Donc le volume 2 est assez différent, parce qu'on a plus d'ampleur. On a plus d'ampleur, on va visiter plus facilement l'espace. Dans le premier volume, il faut bien comprendre que Superman, il est nerfé par rapport à la version de l'âge d'argent. Il ne peut pas respirer indéfiniment dans l'espace. Il te fait comprendre à chaque fois pendant les phases de combat qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Le Superman est nerfé, il est légèrement plus faible que celui de l'âge d'argent, qui était surpuissant. Et là par contre on perd un peu de ça parce que il retourne dans l'espace sans trop de problèmes, et il y a un aspect beaucoup plus cosmique dans ce volume 2. Retour de personnages de la Super Family. Le reboot de Crisis Infinite Earths et le travail de John Byrne avaient pour but à la base de faire de Superman le Last Son of Krypton, le dernier fils de Krypton.
en effaçant tout ce qui était Supergirl, le Superboy de l'âge d'argent qui est donc la version jeune de Superman à Smallville, et Crypto, ce genre de personnage. Et là on décide de faire table rase de tout ça. Superman est le seul personnage de la Super Family, il n'y a pas de Super Family. Sauf dans le dernier arc, qui met justement en avant la Légion des super-héros, puisque là en fait on fait de la retcon pour expliquer que finalement quelque part dans l'univers il y a un Superboy qui existe et il y a la Légion des super-héros. La Légion des super-héros, c'est une légion de super-héros, comme son nom l'indique, on est au 30e siècle, on est dans le futur, et ce sont des gens qui ont tous des super-pouvoirs, ils sont une trentaine, ils ont tous des noms de merde, c'est pour ça que j'aime pas le concept de la Légion des super-héros. Ils ont tous des noms claqués du cul, genre Saturn Girl, Invisible Boy, enfin que des noms de merde. Ils sont 30, ils sont une pléiade les mecs, ils se ressemblent tous, j'ai envie de dire, enfin ils ont vraiment pas de différence marquante au niveau de la représentation, à part peut-être Brainiac 5, qui est un extraterrestre, donc il est vert et blond, donc quelque part il est reconnaissable. Mais c'est vrai que sinon les nanas elles sont toutes blondes avec des longs cheveux. T'as deux blacks qui ont exactement la même gueule, c'est juste qu'il y en a une qui a une raie blanche et l'autre non, mais ils ont vraiment la même gueule, je vais vous les montrer, hein, regardez. C'est tac, le personnage qui est là et celui-là. C'est exactement le même skin, mais juste avec une raie blanche en fait. Ça me fait penser, tu sais, quand tu crées ton personnage dans un jeu vidéo, tu es dans le menu de création du personnage, tu peux changer la couleur des cheveux, et t'as le visage qui change pas, mais t'as juste la couleur des cheveux qui change. Voilà, c'est exactement ça. Pareil pour Karate Kid, Colossal Boy, ils ont tous la même tronche, les mecs. Donc forcément, ça les rend difficilement différenciables. Ils ont des costumes qui sont anti-iconiques, l'autre il est en rose et noir, s'il te plaît. L'autre il a un code de 5 couleurs, enfin ça ressemble à rien. Et ils sont une pléiade, ils sont 30, ils sont pas plus introduits que ça, tu connais pas leur super pouvoir, t'imagines bien qu'Invisible Boy c'est un mec qui sera invisible, mais ça va pas au-delà, il n'y a pas d'explication. Et donc ces gens-là, ils ont été inspirés par Superboy de l'âge d'argent. Donc là, comment tu fais pour parler de la Légion dans cette nouvelle ère, dans cette période post-Crisis Infinite Earth, si le Superboy de l'âge d'argent n'a pas existé? Ça tue le concept de la Légion finalement. Donc là, on va faire de la retcon pour expliquer tout ça. On va aller chercher Superman, voyage dans l'espace, voyage dans le passé aux côtés des membres de la Légion, rencontre avec Superboy sur une autre planète, Crypto, etc. Et il y a tout ce concept de multivers qui revient, de voyage temporel, et moi, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est justement ce que je cherchais à ne pas retrouver en attaquant un reboot. Quand tu attaques un reboot, t'es pas censé te retrouver dès les premières issues avec du multivers. Et des choses qui font référence à ce qui s'est passé avant Crisis Infinite Earths, quoi. C'est quand même dommage, tu sors de Crisis Infinite Earths, tu te dis c'est le meilleur moyen pour faire table rase du passé, on repart sur des bases propres, et on fait déjà de la retcon pour réintroduire des éléments de l'âge d'argent, quoi. Donc moi ça m'a un petit peu posé problème. Alors j'espère ne pas les revoir tous ces personnages dans la suite, mais c'est vrai que j'ai décroché. Moi le tome 2, la fin de la lecture du tome 2 a été douloureuse, hein. Surtout que cet arc avec la Légion il est assez conséquent, on a une centaine de pages. Donc c'est pas rien. Et c'est une partie non négligeable qui, moi, m'a bien fait transpirer, quoi. Donc Superman Chronicles, clairement, c'est la meilleure porte d'entrée pour Superman. Le dessin de John Byrne est intemporel, même celui de Jerry Ordway. Honnêtement, ça n'a pas pris une ride. Dans la narration, il y a un côté peut-être un petit peu vieillot, certes, ça je vais pas vous mentir. Vous pouvez peut-être avoir un peu de mal avec ça si vous êtes un nouveau lecteur. Mais très clairement, en termes d'exposé sur ce qu'est un personnage, comment doit se construire un univers, tout est là. C'est le meilleur moyen de débuter. Alors tout n'est pas parfait dans ce bas monde, si je dois évoquer un défaut qui m'a beaucoup plus frappé sur cette relecture plutôt que sur ma première lecture en 2018, c'est le manque de poésie, je trouve, qui est d'autant plus frappant sur le début, sur toute la mini-série The Man of Steel, qui va se contenter d'exposer les faits de manière finalement très, très neutre, et qui va passer très rapidement sur une période de vie de Superman qui moi m'intéresse, celle de Smallville. Alors je sais très bien, l'idée c'était pas de faire une ongoing sur Smallville, les gens, les lecteurs attendaient impatiemment le retour de Superman, ils voulaient revoir Superman le plus rapidement possible, et on imagine que John Byrne il n'a pas voulu s'apesantir davantage sur cette période, je peux tout à fait le comprendre. Mais de ce fait, il y a un côté un peu rushé en fait dans cette origin story, je trouve. Pourtant, il y a quand même 6 épisodes, c'est pas rien. Mais malgré ça, je trouve que ça va trop vite. On est trop vite à Metropolis et on s'attarde pas suffisamment sur la relation Clark-Pitt, la relation Clark-Lana. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus construit concernant ces 3 personnages. Parce que le passé de Clark, pour moi, c'est quelque chose de primordial à ne pas négliger. C'est ce qui a contribué à faire de lui Superman. Et c'est un petit peu le bémol que j'émettrais, ouais, c'est le manque de lyrisme, le manque de poésie, je trouve, assez frappant sur le Superman de John Byrne.
On a sur ces volumes un travail éditorial assez incroyable de la part d'Urban, qui va venir agrémenter ici et là certaines issues de recontextualisation, voilà, par des interviews d'auteurs de l'époque. Donc on a John Byrne qui intervient, évidemment, on a Mark Wolfman, on a les dessinateurs aussi qui vont de leur petit texte. Beaucoup d'interviews de Greenberger qui était le responsable éditorial de Superman à l'époque, donc c'est toujours très intéressant de comprendre un petit peu les coulisses de tournage, si je puis m'exprimer ainsi, les contextes de création en fait de cette série. Ça c'est très très cool. Donc un gros travail éditorial là-dessus, et puis on a également des fiches de personnages. Voilà. Ça c'est assez original je trouve. Façon RPG, tu sais, je vais essayer de vous en trouver une. Alors évidemment quand j'en cherche une, je la trouve pas. C'est toujours comme ça, putain. Voilà. Fiche de personnage qui concerne généralement le personnage introduit dans l'épisode précédent. Hein. Donc là ici c'est Bloodsport. Donc taille, mensuration, première apparition. Alors petit bémol que je noterai, on ne te marque pas la date de la première apparition du personnage, mais on te marque le comics dans lequel il a été créé. Par exemple ici, Bloodsport, première apparition, Superman, seconde série, épisode 4. Ça tombe bien, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Mais par exemple, tu vois, la Légion des super-héros, quand tu as la fiche de personnage, on t'explique qu'ils ont été créés dans Adventure Comics numéro je ne sais pas combien, on te marque pas l'année. Donc ça parle pas à grand monde. Adventure Comics 220, à quel moment tu sais en quelle année? Moi je le sais parce que j'ai fait un travail sur Aquaman, donc je sais c'est dans les années 50. Quand tu creuses, tu sais que c'est en 1958. Mais tu vois, j'aurais préféré qu'on marque directement la date entre parenthèses, plutôt que le premier comics dans lequel ça a été créé. Ça aurait été peut-être plus évocateur, on va dire. Mais ça, c'est vraiment moi qui pinaille. Hormis ça, le travail éditorial apporté par Urban est vraiment aux petits oignons, sans être trop invasif, lui aussi, parce que c'est pas à chaque issue. Parce que moi, je peux comprendre le mec qui est juste là pour passer un bon moment, pour dire une bonne histoire de Superman, et qui se retrouve à chaque fois avec 4 pages d'interview, 4 pages de texte peu digestes à se taper entre chaque issue, qui est pas forcément là pour faire ce travail historique, lui qui veut juste lire, quoi, juste se divertir, et qui se sent obligé de les lire parce qu'il a quand même payé son bouquin 35 balles. Donc il se sent un peu pris en otage, il aurait peut-être préféré payer son bouquin moins cher, qui est moins de pages, et pas tout ce travail éditorial, je peux tout à fait le comprendre, parce que c'est vrai que, par exemple, moi, la moitié de ce que j'ai lu là-dedans, honnêtement, je m'en souviendrai plus dans 2 semaines. C'est très cool à lire sur le coup. Entre 2 issues, ben voilà, on t'explique pourquoi un tel a été remplacé, pourquoi on a renommé la série Superman Adventures of Superman. On t'explique plein de petits détails croustillants. Mais c'est vrai que moi, dans 2 semaines, j'aurais complètement oublié tout ça. Mais au moins, c'est là. Ça a le mérite d'être là. Et donc, on peut remercier Urban pour avoir apporté tout ça dans leur bouquin, parce que ça enrichit vraiment l'œuvre. Voilà. Bref, faites-vous ce beau cadeau pour 70 balles. Alors 70 balles, oui, c'est une somme très conséquente, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais dites-vous bien que ça fait quoi, 3 bouquins Infinite? Ça vieillira mieux qu'Infinite. Hein. La preuve, c'est que c'est encore là et que c'est réédité, les gars. 40 ans après. Parce que c'est intemporel. Voilà. Ça n'a pas bougé d'un iota. Bon. Il y a un côté un petit peu kitsch, certes, des personnages un peu punk, la façon dont sont créés certains super vilains, tu sais, le sempiternel accident de centrale nucléaire et le scientifique qui se trouvait à l'intérieur au moment des fêtes, et ben il se transforme en un ersatz de Hulk. Voilà, il y a des choses très classiques, très clichés, très ancrées dans leur époque, années 80, quoi. Mais hormis ça, c'est aussi ce qui fait le charme d'une histoire de super-héros pour moi. Et hormis ça, c'est tout le reste, c'est intemporel. Voilà. Et c'est jouissif. Donc, pour moi, le meilleur conseil pour commencer Superman, c'est très clairement par ça. Voilà. Et puis de suivre petit à petit tout ce qui va sortir. Vous emmerdez pas avec Superman Rebirth, vous emmerdez pas avec Superman New 52. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles il ne faut pas s'emmerder dans ce qui est édité chez Urban sur Superman. Consacrez plutôt votre argent, si vous n'en avez pas des masses, à la série Chronicles. En tout cas, c'est mon conseil. Je pense que j'ai tout dit. Et je suis content d'avoir enfin plié cette vidéo parce que ça fait au moins 3 fois que je la refais. Donc je vais pouvoir me reposer. Merci à vous tous les petits gars et je vous dis à très bientôt. Ciao les zingues.